est donc arrivé au terme de ces 2 journées de conversation sous l'arbre, consacrées au thème de la perfection des fleurs. Je citais en introduction cette citation qui a un petit peu fait réagir de Angelus Silesius disant « La fleur est sans pourquoi ». Alors, je la prenais dans le sens d'un épanouissement, d'une forme de totalité offerte de la fleur au regard, à tous les sens. Je pensais également à une citation d'Emmanuel Ecochia, le philosophe, qui apparaît dans le volume que vous avez coordonné, Quentin Hiernaut, qui s'intitule « La philosophie du végétal ». Emmanuel Ecochia dit la chose suivante: la fleur exprime la quintessence de cette coïncidence entre action et production, une totalité, dit-il. Et un peu plus loin, il écrit « La non-séparation entre reproduction et croissance est précisément la radicalisation de ce caractère éminemment poétique, donc qui se crée, créatif, antipratique de l'existence végétale ». Voilà le sens dans lequel j'entendais cette citation d'Angelus Silesius, mais on a bien vu que cette totalité ouverte, et vous l'avez montré, Quentin Hiernaut, cette ouverture, cette donation, pour reprendre un terme philosophique, cette expression absolument éclatante de la fleur dans toutes ses composantes sensibles, cachait en réalité une forme de grande complexité. Par ailleurs, les symboles qu'elles sont aujourd'hui, à la fois de beauté et d'harmonie, ont longtemps été décriés, ou en tout cas pas très bien considérés dans les questions botaniques. Alors non seulement pour des questions de méconnaissance, ou en tout cas d'ignorance, mais aussi parce que peut-être, enfin c'est l'hypothèse que je vais vous poser ensuite, mais on manquait d'un langage, on manquait des formes pour l'exprimer, d'une représentation adéquate en quelque sorte. Alors, parce qu'exprime la fleur, vous l'avez tous montré, c'est une complexité, c'est la mort et la vie, c'est le jardin de mort et le jardin du soin, c'est la vanité et puis la régénération, c'est également une forme d'émerveillement et de memento mori. C'est ce que vous montriez bien, Marco Martella, dans vos présentations de jardins célèbres, et notamment des jardins anglais d'Eric Jarman ou de Sissinghurst. Alors, vous le citiez ce matin, Teva Vernou, c'était un terme de Darwin, une expression de Darwin parlant d'abominable mystère. Alors peut-être que ça recouvre cette complexité si difficile à dire qu'elle en devient abominable. Mais elle est aussi merveilleuse, et vous l'avez bien montré, à travers la reproduction et la naissance de ces formes à la fois géométriques et rythmiques, qui ne désignent pas, qui ne donnent pas une forme de design, qui n'ont pas de plan préétabli, bien sûr, mais qui sont, et c'est peut-être là la beauté de la vie même, qui sont une forme d'émergence de la vie. Cette vie, enfin, Damien Cabane, que vous parvenez à saisir dans des grandes fresques qui sont actuellement visibles au château, qui interrogent à la fois le visible et le voyant. Alors, immanquablement, ressurgit la question initiale, pas tant de savoir pourquoi, mais comment, c'est tout ce que vous avez essayé de montrer, comment à la fois saisir cette forme d'émerveillement, comment la dire, et ce sera peut-être ma première question, finalement. Est-ce que dire la fleur est une difficulté telle qu'on manque toujours un peu des moyens, en tout cas verbaux, pour en dire à la fois la complexité, la beauté et réussir à la décrire? Alors peut-être qu'on peut commencer par vous, Quentin Hiernaut. Alors, je vais peut-être pas être très poétique et très philosophique dans ma manière de répondre aux pistes que vous suggérez. Du point de vue de l'histoire de la botanique, c'est très vrai que il faut un langage pour pouvoir bien comprendre les phénomènes qu'on décrit dans la compréhension de la fonction des fleurs. Et c'est ce qui fait défaut pendant longtemps, parce qu'on a du mal à observer, où on n'observe pas finement l'anatomie, la morphologie florale. Et donc, il n'y a pas de terminologie non plus pour décrire adéquatement les différentes pièces florales avec lesquelles on est familier maintenant, sépales, pétales, etc. Et donc, par exemple, jusqu'à la Renaissance, sur l'auteur que je connais le mieux, qui est Andrea Cesalpino, on ne parle pas encore de pétales. Lui, il dit, par exemple, les feuilles des fleurs. Et quand il a cette expression, les feuilles des fleurs, en fait, ça veut dire les pétales. Le terme pétale, il vient assez tard, alors que bon, ça a l'air d'être assez intuitif. Et pareil, on n'a pas de terme forcément spécifique pour décrire les étamines, le pistil. Parfois, c'est un terme générique pour décrire en fait l'ensemble, ce qu'il y a dans la fleur. On ne va pas parler de manière très précise, en fait. Et du coup, on n'a pas le vocabulaire.
Et donc, ça n'appelle pas non plus la description d'une fonction, parce qu'on reste dans une certaine indifférenciation de la fleur, qui en plus, comme je le disais, est liée au fait qu'on n'a pas de raison de vouloir lui trouver une fonction particulière, puisqu'elle est censée être secondaire ou contingente, ou comme vous le rappeliez, sa beauté suffirait à elle-même dans une perspective un peu anthropocentrée. Donc c'est sûr qu'il faut un vocabulaire pour pouvoir rendre compte de tout ça. J'y pensais parce que vous-même, vous signaliez le fait qu'il y avait une difficulté parfois, ou en tout cas une concurrence entre le monde animal et le monde végétal, et que parfois l'un ou l'autre était phagocyté l'un par l'autre. Vous-même, dans votre présentation, vous recourriez assez souvent à des métaphores animales pour essayer d'expliquer le fonctionnement de la plante. Voilà, ma question venait aussi de là, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on est empêché par le manque d'images pour exprimer réellement la complexité des fleurs? En fait, c'est toute la problématique de l'analogie qui fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'elle peut être utile pour permettre de comprendre des choses un peu plus obscures grâce à des modèles qui sont connus, mais le risque, c'est toujours de tomber dans la métaphore qui est vide de sens au-delà de la forme de la métaphore, qui ne renvoie pas à un contenu. Et donc, la difficulté, c'est aussi d'arbitrer entre des analogies qui sont d'ordre fonctionnel et qui peuvent être légitimes, et puis une volonté de rechercher absolument des analogies partout, y compris dans des structures qui parfois n'ont rien à voir entre une plante et un animal. Et donc, ça, c'est un peu, de nouveau, si on renvoie à l'histoire de la botanique, une régularité qu'on observe, c'est jusqu'où on peut utiliser l'analogie pour qu'elle soit féconde, sans tomber dans quelque chose qui finalement est stérile. Donc, par exemple, c'est fécond d'essayer de trouver des fonctions qui sont... on a des bonnes raisons de se dire il doit y avoir de la nutrition, de la reproduction dans les deux cas. Mais par contre, ça peut devenir stérile quand on va absolument plaquer le modèle de cette nutrition ou de cette croissance, ou peu importe la fonction, sur une structure qui est différente. Et donc, on va vouloir à ce moment-là trouver l'estomac de la plante. Et donc, on va dire l'estomac de la plante ou l'intestin de la plante, ça doit être les racines. Et là, en fait, on commence à plus se fourvoyer qu'autre chose, parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas de la même manière. Et si on fait par exemple des racines, l'intestin de la plante, ça veut dire qu'il faut faire de la terre l'estomac. Et en fait, on arrive à des choses bizarres et ça ne fonctionne pas toujours. Donc parfois c'est légitime, et même la métaphore peut être légitime dans le sens où elle peut ouvrir des perspectives. Mais en fait, il ne faut pas oublier que ça reste des mots, là. Et c'est... Du point de vue de la philosophie des sciences et du fonctionnement des sciences et de l'histoire de la botanique, il ne faut pas oublier le côté empirique non plus. Voilà. Peut-être Marco Martella, du point de vue de l'écrivain, du poète, comment est-ce qu'on arrive comme ça à... Vous aviez du mal à parler de votre jardin, finalement, en disant c'est difficile de parler de soi. C'est presque impossible, et j'ai du mal à répondre à votre question, mais il me semble que si le langage scientifique peut avoir cette prétention à dire la chose en elle-même, la poésie n'a pas cette prétention-là. Je pense qu'il y a toujours ce rêve de pouvoir enfin dire les choses telles qu'elles sont vraiment. Mais ça reste évidemment un but inatteignable. Ce dont on parle en réalité, c'est le chemin qui nous mène vers la chose, l'expérience qu'on a de cette chose-là. Donc c'est peut-être anthropocentré, comme vous dites. On finit par parler de soi-même aussi, donc du coup. Mais je ne vois pas ça comme un problème. Je ne pense pas que ce soit un problème en soi, puisque la poésie n'a pas cette vocation scientifique à dire vraiment la vérité. Ce qui est plus intéressant, comme d'habitude, c'est le chemin, c'est l'exploration, la manière de tenter de trouver les mots, peut-être aussi des métaphores, des images, des symboles, tout ce que vous voulez. C'est peut-être ça qui est le plus intéressant, quoi. Théva Vernou, est-ce que quand vous avez la nécessité on en parlait un petit peu, est-ce que quand il y a la nécessité de faire une présentation d'un ordre scientifique, vous arrivez à trouver les biais, ou est-ce que l'inspiration littéraire parfois vous donne des intuitions pour aller vers une forme de recherche? J'espère. C'est un peu le public qui me dit ça. C'est crucial de trouver le bon vocabulaire en fonction de l'audience, parce que
En fait, en tant que scientifique, on a besoin de termes et de concepts particuliers pour décrire les choses. Mais pour les faire comprendre, on n'a pas forcément besoin d'utiliser ce vocabulaire. Parce que, d'un point de vue scientifique, par rapport à votre point de départ, là, je pense qu'une fleur, on comprend bien ce que c'est. Et après, c'est jusqu'où on veut pousser cette compréhension. On peut aller toujours beaucoup plus dans les détails. Mais là, je pense qu'on a un vocabulaire qui fait que commun dans la société à l'heure actuelle, hein, parce que la connaissance s'est développée, qui fait que on est capable d'expliquer à un public qui n'est pas spécialiste de quoi on parle. Je pense que c'est le lien entre en reproduction, une fleur, des graines, etc., est assez clair pour tout le monde. Donc je peux utiliser des images qui viennent des plantes pour parler des plantes, mais c'est vrai que parfois, je l'ai fait ce matin, en vous écoutant, je me disais ça, de reparler de nous, en fait, pour qu'on comprenne ce qu'est l'autre. Alors après, je pense que ça, c'est aussi une réalité. Je veux dire, les plantes, elles existent en dehors de nous. Nous, on essaie de comprendre comment elles fonctionnent. Donc forcément, on est le système d'interprétation, d'observation, en fait, de la plante. Et donc, forcément, notre vision est biaisée parce que nous sommes. Et je pense que notre vocabulaire l'est aussi. Et c'est plus facile de parler de nous aux autres que de parler de quelque chose radicalement différent. Et je pense que c'est une des difficultés aussi dans l'avancée de la science qu'on a. En fait, on a une multitude de possibilités dans la nature, que l'évolution a créé. On a vraiment de tout, mais on a tendance aussi à vouloir simplifier pour comprendre. Et on a du mal à décrire, en fait, l'intégralité de cette diversité dans des mots simples. Le langage manque pour ça. Donc là encore, quand on présente ça à un public non spécialiste, on va avoir tendance à restreindre le champ des possibles pour essayer de faire émerger une image qui parle à tout le monde. Mais c'est un point de départ, je pense, nécessaire pour arriver à parler d'objets complexes. Voilà. Donc j'espère ce matin être arrivé justement à faire passer le message que oui, c'est complexe, mais on comprend quelque chose, on comprend relativement bien comment ça fonctionne. En tout cas, on a une belle idée de comment ça fonctionne. Ma question partait aussi d'un paradoxe que vous avez bien soulevé, c'est l'idée que finalement les végétaux, les plantes et les fleurs composent la majorité de notre monde, et finalement c'est un sujet qui est un peu mineur. Alors comment est-ce que vous comprenez ce paradoxe ? C'est vrai qu'on a une vision très utilitaire des plantes. J'ai illustré aussi ce matin, notre société dépend entièrement d'elles. Et je pense qu'on voit bien cette dépendance, mais comme objet qui nous est utile, peut-être plus que comme objet en lui-même, en fait. Et c'est ça le problème. Et on le voit même en tant que... dans la vie de tous les jours, en tant que scientifique, c'est beaucoup plus facile de parler de sujets qui nous concernent directement, comme la santé, etc. Et en fait, on voit aussi ce biais énorme dans la communication scientifique, dans les journaux, par nos instances, que les gens ont peut-être plus envie d'entendre parler d'eux et de solutions pour eux que d'entendre parler d'autres choses, de plantes. Mais voilà, moi, c'est aussi pour ça que j'aime intervenir dans des environnements un petit peu différents, pour que l'intérêt aussi se déporte vers la plante en tant qu'objet, pour étendre en fait le champ de notre compréhension et le champ des possibles. Et je pense qu'il y a une richesse là-dedans, à côté de laquelle on passe complètement si on ne fait pas cet effort, mais ça demande un certain effort intellectuel, et de sortir d'une forme d'égoïsme, je pense, qui vient aussi de réflexions philosophiques qui ont commencé il y a longtemps. Je pense que Descartes porte probablement une part de responsabilité là-dedans. Penser que tout ce qui est à l'extérieur, c'est juste... tout ça, c'est là pour qu'on puisse les récolter et en faire quelque chose pour nous-mêmes. Oui, on peut continuer comme ça, mais une fois qu'on aura tout récolté,
il n'y aura plus rien pour nous et on n'existera plus. Donc c'est important du coup, effectivement, de remettre cette idée au centre du fait qu'on est une goutte d'eau dans un océan de vivants, et vraiment en termes, enfin les vertébrés, l'humain encore plus. Hein. Il ne faut pas oublier cet environnement-là duquel on est en interaction permanente avec cet environnement-là et on est complètement interdépendant de cet environnement. On peut penser qu'on s'en passera totalement un jour, mais moi je pense qu'on fait fausse route en se disant ça. Damien, je poursuis la question. Vous mentionniez ce matin la philosophie. Vous avez trouvé votre propre moyen d'expression de votre sentiment par rapport à la nature et aux fleurs particulièrement. Qu'est-ce que ces conversations, et notamment l'apport scientifique qu'on a entendu, apportent dans votre propre cheminement ? Pour rebondir, comme on dit souvent, à votre réflexion, on n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, moi je dirais que l'océan entier est contenu dans cette goutte d'eau. Et que c'est H2O. Donc, trouvons H2O. Peut-être, c'est une question que je vous pose à chacun, finalement. C'est, on est dans un lieu ici de rencontre, de conversation artistique, scientifique, philosophique. Qu'est-ce que cet apport, comment vous prenez cet apport de ces 2 journées ? Voilà, comment est-ce que ça influe sur vos travaux ? Peut-être Marco ? Moi, j'étais très intéressé par les interventions beaucoup plus scientifiques que j'ai écoutées un peu comme une langue étrangère, parce que je suis pas très scientifique en fait moi-même, donc du coup, et c'était absolument passionnant. Après, quand on regarde ça avec des yeux de non-initiés, de non-scientifiques, on voit qu'il y a toute une poésie, un émerveillement dans les stratégies de la vie qui ont permis ces architectures, ces mécanismes très complexes. Alors, ça, c'est pour dire que finalement, mais je pense que cette journée, ces 2 journées le montrent, c'est très intéressant d'aller au-delà des séparations qui naissent entre une approche scientifique, une approche poétique, une approche littéraire, une approche artistique. Ça ne peut que nous enrichir, ça ne peut qu'ouvrir de nouvelles perspectives. Il faut partir de là, il faut partir de cette volonté d'ouvrir des portes vers des territoires inconnus, vers des territoires dans lesquels on ne maîtrise pas le langage. La langue comme un pays étranger, on comprend pas, mais ça peut être très stimulant et très enrichissant. Est-ce que c'est enrichissant pour les scientifiques ? Ça, je n'en suis pas forcément sûr. D'entendre parler aussi d'une vision, d'entendre parler de poésie, peut-être, d'un point de vue humain, sans doute, peut-être d'un point de vue de ce que vous faites, de vos recherches, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est une question que je peux poser moi. Mais pour ce qui vient plus d'un domaine littéraire ou de l'art des jardins, etc., c'est forcément enrichissant, pas uniquement pour la compréhension en soi de la chose, de la matière végétale, qui est quand même, mais pour les perspectives que ça ouvre, sur le plan de l'imaginaire, sur le plan pourquoi pas aussi du rêve, Moi, ça me fait vraiment rêver ce matin de voir cette espèce de ces géométries qui se faisaient. Et je trouve qu'il y a une beauté aussi. Je trouve qu'il y a une poésie, encore une fois. Après, voilà, comment les scientifiques eux-mêmes regardent l'autre côté, le champ d'en face, ça, je ne sais pas. Donc, peut-être qu'on peut retourner la question aux scientifiques. Je suis le seul scientifique ici. Il y en a 2, mais moi. C'est vrai qu'en termes de de travail au jour le jour, je pense, de se confronter à l'art, à la poésie, à la littérature, n'a pas un apport direct. Par contre, ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'en termes de contextualisation de ce qu'on fait, moi, je trouve ça extrêmement important en termes de scientifique. J'ai abordé un petit peu à la fin de ma présentation le fait de sortir le savoir des laboratoires. Je pense que c'est important aussi que les autres, que l'extérieur aussi irrigue la manière dont, ce qu'on est en tant que scientifique. Et ça nous donne aussi un petit peu d'humilité. Et même sur la problématique des jardins, par exemple, de voir... moi, je sais que je m'émerveille quand vous disiez hier, oui, on sait très bien comment on va associer tel type de plante, tel type de plante.
je trouve ça assez merveilleux parce que je me dis, moi, je ne sais pas comment faire ça. Et en même temps, il doit y avoir des choses derrière qui font que ces espèces fonctionnent bien entre elles. Donc, il y a un savoir aussi pratique des jardiniers, des agriculteurs, etc., auquel on n'a souvent pas accès. On ne sait même pas qu'il existe. Et voilà, moi, ça m'a amené un certain nombre d'interrogations scientifiques en vous écoutant hier, quand même. Alors, voilà, ça ne va pas me dire comment aborder le problème, mais je me pose des questions. Et aussi, voilà, ça met dans une réalité les travaux que je fais, quoi. Donc moi, en tant qu'individu, ça m'aide. En tant que scientifique aussi, je pense que ça m'aide. Et ça m'aide à en parler aussi. Voilà. On revient sur la question de tout à l'heure. Pour en parler à un public qui n'est pas spécialisé, il faut aussi avoir une sensibilité, je pense. Enfin, c'est nécessaire de développer une sensibilité qui va au-delà de la science pure et dure. Hein. Et il y a des scientifiques qui ne savent pas rendre accessible leur science, parce que ce qu'ils veulent en premier, c'est parler à un public de spécialistes. Hein. Et c'est pas... je ne dis pas une critique envers eux, mais c'est juste une réalité de ce qu'on est. Et donc, avoir cet apport d'autres, prendre le même problème sous des angles différents, ça enrichit la vision qu'on a de ce qu'on fait. Moi, j'ai trouvé ça assez flagrant de ces différentes présentations et interactions. Quentin, peut-être sur cette question de la sensibilité au sujet, on a vu avec votre intervention qu'elle a parfois été un frein finalement à la compréhension de l'objet d'étude, notamment sur la question de la sexualité des fleurs. Comment est-ce que vous l'entendez, cette approche sensuelle de la question ? Moi, je ne suis pas scientifique, je suis chercheur en philosophie, et j'ai l'impression que quand même une des caractéristiques de la philosophie, c'est de permettre de donner du sens au monde en s'intéressant à plein de types de production de connaissances pour venir enrichir un peu cette expérience du monde. Alors évidemment, en tant que philosophe des sciences, il y a le rapport aux sciences qui permet de faire ça, mais qui est médié par la philosophie, puisque la science elle est elle-même contextualisée, elle a une histoire, ce que j'ai essayé de montrer, et puis des méthodes, des principes qui viennent pas de nulle part, mais qui sont en eux-mêmes philosophiques. Mais c'est pas... si on s'en tient là, on n'a pas non plus toute l'histoire. On a seulement un rapport qui serait le rapport scientifique, parfois objectivant ou empirique ou strictement observationnel au monde, qui est évidemment très important parce qu'il permet d'agir et de faire des tas de choses quand on le comprend mieux, mais qui n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, c'est la preuve que quand on s'intéresse à un sujet comme les fleurs, par exemple, on ne peut pas s'en tenir uniquement à la dimension, c'est pas ce que notre ami scientifique fait, hein, mais uniquement à la dimension des hormones qui permettent la floraison, ou bien des cascades moléculaires qui expliqueraient, ou même encore de la façon dont on peut analyser mathématiquement le modèle de leur croissance. Enfin, je veux dire, c'est une partie de l'expérience qu'on a de ce phénomène, mais je veux dire, à moins d'être un peu un scientifique un peu réductionniste et positiviste, qui croit qu'avec ça, on a la connaissance intégrale d'un phénomène et qu'on va réduire notre compréhension du monde grâce à la mathématisation, à la quantification, l'objectivisation du monde. En fait, c'est une vision très triste. Personne je pense, peut vivre sainement une expérience du monde en la réduisant. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de développer des perspectives qui sont sensibles, artistiques, sur ces phénomènes, parce qu'elles font partie, en fait, pour reprendre ce que Damien Cabane disait, de l'expérience qu'on a avec le monde. Enfin, je veux dire, c'est toujours quelque chose de duel, mais dans cette dualité, il y a une infinité de rapports de connaissances qui peuvent se jouer. Pas juste un, même si historiquement, dans notre culture, on a tendance à en privilégier un peu plus dominant que d'autres, qui est celui peut-être du rapport de compréhension scientifique, mais il n'est clairement pas suffisant. Et donc il faut pouvoir multiplier ces perspectives parce qu'elles s'enrichissent mutuellement. Et donc pour la sous-question de la sensibilité, avant les sciences modernes et ce rapport descriptif, expérimental au monde, etc., on avait un rapport beaucoup plus sensuel au monde, mais aussi symbolique, religieux.
métaphysique qui était largement dominant. Et donc c'est un peu la Renaissance et puis les débuts de l'époque moderne, avec cette question de la découverte de la sexualité des plantes, c'est un peu deux mondes qui se rencontrent, quoi. C'est l'ancienne vision où le rapport à la flore prédomine comme étant un rapport esthétique ou accessoire, dans tous les cas, avec un monde de l'observation, de l'expérimentation, où on nous dit non, en fait, ça remplit une fonction sexuelle qui n'est pas en accord avec toute cette symbolique millénaire des fleurs. Et donc là, il y a un peu une opposition qui se crée, mais elle est elle-même féconde, parce que ça a créé des discussions rigolotes. C'est ça, c'était la poursuite de ma question. Finalement, c'est qu'on a vu aussi que la fleur comme objet de pensée faisait un peu exploser nos catégories. Alors, vous ne l'avez pas vraiment abordé dans votre intervention, mais vous le faites plutôt dans vos ouvrages, dans le sens où on a vu que pouvait s'opposer, par exemple, la croissance et la reproduction, le design ou le plan et l'émergence, l'animal et la plante, la conscience et l'intelligence. Enfin, une série comme ça de dichotomies, la nature et le milieu, le beau, que ce soit l'ordre ou le désordre, qui finalement là se cristallise autour de cet objet qu'est la fleur, qui incarne un petit peu toutes ces facettes contradictoires ou antinomiques de l'objet. Comment est-ce que est-ce que vous pourriez développer un petit peu ces questions que vous avez déjà étudiées? De façon très générale, ce qu'on peut dire, c'est que quand on s'intéresse au végétal et pas spécifiquement à la fleur, on est obligé de sortir de toute une série de manières de penser très dualistes. Précisément parce qu'elles ont été élaborées à partir d'une perspective humaine ou de toute une série d'oppositions animal, nature-culture, humain, le reste, l'exceptionnalisme humain versus tout le reste. Et en fait, les végétaux n'ont pas été théorisés en tant que tels, conceptualisés en tant que tels dans la plupart des réflexions philosophiques ou des grandes systématisations du sens du monde, etc. Si ce n'est dans une catégorie un peu fourre-tout qui est la nature, où on a renvoyé tout ça. Et donc quand on s'intéresse spécifiquement à, j'aime pas dire l'objet végétal, parce que c'est pas un objet, mais justement, ce qui est caractéristique en fait, ce mode de pensée historique dont on hérite, mais qui est plutôt un être vivant, si on s'y intéresse en tant qu'être vivant avec ses spécificités à part entière, mais comme on n'a pas les outils conceptuels hérités pour le penser, on est obligé de réinventer nos catégories et de penser en dehors de ces marges. Donc il y a un philosophe du végétal qui s'appelle Michael Marder, qui est assez connu pour avoir écrit des livres sur le sujet, et il nous dit finalement si l'animal c'est un peu l'impensé de la philosophie, parce qu'il se trouve à la marge. En fait, on l'a quand même pensé, parce que nous-mêmes, on est des animaux. Enfin, ça, c'est moi qui le dis. Mais par contre, il ajoute, du coup, si on pense le végétal, en fait, on est dans la marge de la marge. On est carrément dans le no man's land conceptuel. Parce que là, on tombe en dehors même de ce qu'on peut penser par proximité avec nous. On est dans une beaucoup plus grande altérité, mais qui n'est pas une altérité totale. Et ça, c'est l'histoire de l'évolution qui nous amène à le repenser, parce qu'effectivement, si on remonte à, je pense, 3 milliards d'années, on a l'ancêtre commun entre les végétaux et les animaux, et encore dans notre patrimoine génétique, on a, je pense, au moins 20%, peut-être même plus, je ne sais plus, de gènes en commun avec une patate ou n'importe quelle plante. Donc, tous les mécanismes de base de la biologie cellulaire, en fait, sont communs. Damien, peut-être sur cette question de l'expérience, Quentin le signalait à l'instant, on a abordé beaucoup cette question de la sensualité, vous, à la contact des fleurs, du paysage, de l'action répétée, de dessiner, de modeler. Est-ce que vous êtes arrivé à une forme de compréhension plus grande ou au contraire de mystère plus vaste? Non, de mystère total. Total. Comment est-ce qu'on fait pour vivre en tant qu'artiste avec ce mystère de l'objet qui nous fascine? Je ne pourrais pas vivre s'il n'y avait pas de mystère. C'est l'essence même de la vie, je pense. De la conscience, en tout cas. Qu'est-ce que vous avez appris du végétal à force de le côtoyer? En étant devant les massifs, là, je me suis aperçu que en fait, j'étais dans le même univers que la fleur. Je faisais partie du même monde. Voilà.
On a parlé. Est-ce qu'elle me voyait en train de peindre? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être Quentin va pouvoir nous en dire quelques mots. Vous avez écrit sur l'intelligence des plantes. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme-là? Alors, je n'ai pas la prétention de vous dire ce qu'il faut mettre derrière le terme d'intelligence des plantes. Je me suis plutôt intéressé à justement ce que les gens en disent. Et donc, en fait, ils en disent plein de choses, parfois très différentes. Et j'essaie de recontextualiser un peu les différentes manières d'aborder cette question d'intelligence des plantes. Et ça peut être très anthropomorphique, ou ça peut être une réinterprétation au regard de la théorie de l'évolution de ce que serait l'intelligence dans la perspective même d'organismes qui n'ont pas de cerveau. Et là, on voit déjà qu'on est dans des domaines très différents, quoi. Et alors, au sein même de ces débats éventuellement biologiques, il y a encore plusieurs interprétations radicalement différentes de quel phénomène rentre ou pas en fonction des critères qu'on y met, quoi. Donc je pourrais développer, mais c'est un peu technique, donc je suis pas sûr que ce soit intéressant. Peut-être. Sur la problématique de l'intelligence, je crois que déjà définir l'intelligence chez l'homme, je ne sais pas si vous en êtes capable, mais en tout cas, il y a des affrontements depuis très longtemps sur ce sujet. Et pour moi, on en parlait un petit peu avec Quentin hier, on est là typiquement dans un cas où on essaie de calquer quelque chose qu'on pense à partir de l'homme à autre chose. Clairement, la plante ne fonctionne pas du tout comme un vertébré en termes de perception. Et j'ai pas envie de rentrer dans les détails non plus, mais ce que je trouve intéressant, on va dire, dans en tout cas le débat qui est autour de ça, parce que je veux dire, globalement, si je dois poser la position de la communauté scientifique là-dessus, en tout cas la quasi-totalité des biologistes végétaux pensent que c'est une vaste fumisterie. Et une petite partie défend ça assez ardemment. Voilà. Et comme toujours, il y en a certains qui se positionnent un petit peu entre les deux, probablement. Mais ce qui est clair, voilà, une plante n'a pas de système nerveux, n'a pas de. Donc voilà, les modes de perception sont différents. Mais par contre, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une perception de l'environnement. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça que ça a ramené récemment. Il y a eu des ouvrages là-dessus. C'est de montrer aux non-spécialistes qu'une plante n'est pas juste un objet inerte, c'est un être vivant capable de percevoir des signaux de son environnement. Après, qu'est-ce que ça veut dire au-delà de ça? C'est juste une réalité. Je veux dire, une plante est fixe, se développe dans un environnement variable, et de manière à pouvoir vivre, continuer à vivre, elle va s'adapter, elle a des mécanismes qui lui permettent de s'adapter à des variations de cet environnement. Donc c'est ça que ça rappelle, nous, la différence. Enfin, ce qu'on dit fréquemment, c'est que chez les animaux, si l'environnement local n'est pas bon, on n'a qu'à bouger. Voilà. Mais on a ce même genre de problématique, mais une plante n'a strictement rien à voir avec un vertébré ou avec l'homme d'un point de vue intelligence. S'il y a un concept qui s'applique à la plante, je pense que ça a besoin d'un autre nom. Et on revient à la problématique de langage. Je ne pense pas que le langage soit bien choisi là-dedans. Après, voilà, ça rappelle au grand public, aux non-spécialistes, qu'une plante n'est pas un objet inerte et sans des choses. Voilà. Oui, en fait, je voudrais ajouter quelque chose. Donc, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'une plante, finalement, elle est loin d'être un objet inerte. Ce que ces débats ont contribué à remettre en évidence. Mais au-delà de ça, il ne faudrait pas avoir l'impression que, comme justement une certaine partie de la communauté scientifique, le débat est plié, une plante n'est pas intelligente, c'est évident, etc. Parce qu'en fait, ce n'est pas une question scientifique. La définition de l'intelligence est éminemment complexe, c'est une question philosophique. Et donc, qu'est-ce qu'on met derrière cette définition de l'intelligence? C'est la façon dont on va la définir par rapport, certes, à des phénomènes qu'on peut observer, mais qu'est-ce qu'on décide de faire ou pas rentrer dans cette catégorie? Et pour vous donner un exemple, là où c'est pas scientifique, c'est parce que c'est pas un concept sur lequel vous pouvez directement expérimenter, comme la masse ou de quelque chose, ou la définition de ce que c'est un électron, ou quelque chose que je peux pas dire viens dans mon labo, je vais te montrer ce que c'est l'intelligence avec mon microscope. Ça marche pas comme ça. C'est un concept en fait, l'intelligence. C'est quelque chose de notionnel, et donc forcément c'est quelque chose qui doit être discuté
défini, débattu. On n'est pas forcément tous d'accord avec ce qu'on va mettre dedans ou pas. Mais on ne peut pas, c'est mon sentiment en tant que scientifique, dire scientifiquement, j'affirme que les plantes ne sont pas intelligentes, parce qu'en fait, c'est un peu une erreur de catégorie. Et donc, il faut pouvoir un peu donner du recul à ce débat pour comprendre un peu les enjeux et sortir aussi un peu d'une certaine vision de cette autorité scientifique qui peut s'emparer de questions finalement qui sont philosophiques, certes avec un regard et des outils voilà, qui sont tout à fait légitimes du point de vue scientifique, mais pour trancher une question qui, in fine, appelle à plus que ça. En fait, à ce niveau-là, la science, la biologie a un outil pour comprendre quelque chose de plus profond qui est le rapport au vivant, la façon dont on définit des concepts philosophiques qui font appel à l'esprit comme l'intelligence, etc. Et donc, en fait, il y a plusieurs niveaux au débat. Et la difficulté, le risque, c'est d'écraser un peu un niveau sur un autre et puis dire, bon voilà, on a réglé le problème finalement. Enfin, je veux dire, juste derrière le fait de dire c'est une fumisterie, ok, on peut le dire pour des raisons qui sont en partie légitimes, mais n'empêche que c'est quand même intéressant de se demander pourquoi une partie de la communauté scientifique se sent obligée de se positionner par rapport à ça, de dire que c'est une fumisterie, parce que ça fait appel à tout un rapport science-société, une tradition, enfin, bref, plein de choses très intéressantes par ailleurs. Donc en fait, le débat est lui-même aussi intéressant que la réponse qu'on peut apporter à la question. En présumé de la réponse, justement. Il y a un autre mot qui est sujet de beaucoup d'interprétations. C'était l'un des thèmes de ces rencontres, la question de la perfection. Alors, j'en ai donné une définition sommaire, alors peut-être juste parce qu'elle est minimale, qui était ce qui ne manque de rien. Marco Martella, comment est-ce que vous entendez cette notion de perfection? Vous qui avez écrit sur un arbre qui a poussé de façon irrégulière et non prévue, comment est-ce que vous l'entendez? J'ai du mal à voir la perfection des fleurs, à comprendre ce que ça veut dire en fait. Même si hier soir on était dans le jardin, on a traversé ce jardin de dahlias, et c'est vrai qu'il y avait des dahlias qui avaient ces corolles qui étaient d'une beauté telle, une perfection formelle, architecturale. Là, le mot perfection monte aux lèvres d'une façon assez spontanée. Mais au-delà de ça, j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire la perfection des fleurs, quoi. Peut-être que j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire le mot perfection en lui-même. En revanche, ce qui me paraît plus intéressant, c'est encore une fois, on ramène tout ça, je m'éloigne de la fleur elle-même, de l'objet, de la discussion. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de moments de perfection que les fleurs, entre autres, pas uniquement les fleurs. C'est plutôt l'idée de la beauté, enfin, de moments de perfection qui sont liés à la beauté, qui peut être la beauté, encore une fois, d'une fleur. Et c'est ça qui me semble plus intéressant, quoi. C'est ce côté, c'est quelque chose d'absolument insaisissable, cette plénitude qui peut se produire grâce à la contemplation, grâce au travail. Ça, c'est plutôt pour les jardiniers, le contact au quotidien, et ce dialogue qui se fait, encore une fois, au quotidien avec les plantes, avec le végétal et avec les fleurs. Et c'est là qu'il y a des moments, mais c'est vraiment des moments qui sont presque, je crois que j'en parlais un peu hier rapidement, presque des épiphanies, quoi. C'est vrai qu'on s'éloigne vraiment beaucoup de la science, parce que là on est plutôt dans le domaine de la spiritualité, quoi, des moments de plénitude, d'accord total avec le monde qui se fait. Et c'est ça qui me paraît plus intéressant, quoi. S'il y a une perfection, c'est dans ces instants-là, quoi. Alors, encore une fois, comme je ne suis ni scientifique ni philosophe, je ne sais pas à quoi ça correspond, ce sentiment de plénitude. Je ne sais pas si c'est une illusion, si c'est de la rêverie, si c'est un désir, parce que l'on a tellement besoin qu'on l'a créé nous-mêmes, ou c'est quelque chose d'objectif qui existe. Mais ce sont des instants, c'est vraiment des moments ce sont des moments, avec tout ce qu'il y a de beau, d'éphémère, de fugitif, et d'indicible surtout. Ce serait peut-être l'une des définitions de la perfection, ou plutôt la perfectibilité, l'être en devenir, que la perfection fixe et finie, qui serait un état un peu mortel. Oui. Mais pour un jardinier, la question de la perfection est toujours très problématique quand même, parce que pour un jardinier ou pour un paysagiste, parce que je pense que tous les jardins portent en eux-mêmes
ce rêve de perfection, en fait. Là, encore une fois, j'en parlais hier aussi de cette image du paradis. C'est l'image du lieu parfait, du lieu par excellence, du lieu qui n'a besoin de rien, à l'intérieur duquel on n'a besoin de rien. Tous les jardins, c'est encore une citation que j'ai faite hier d'Éric Germain, tous les jardins rêvent d'être un paradis, souhaitent d'être un paradis. Par moments, ils le sont vraiment. Mais en même temps, le jardin, c'est le lieu imparfait par excellence, quoi, parce que c'est un lieu qui est déjà tout en métamorphose, qui n'a jamais une forme fixe. La perfection, on l'imagine que c'est lié à quelque chose de stabilisé, d'éternel en lui-même, dans sa forme, alors que le jardin, c'est exactement le contraire. Et en plus de ça, sur un plan plus terre-à-terre, un jardinier est toujours mécontent de l'état de son jardin, parce qu'il y a toujours quelque chose qui manque, quelque chose qui la lumière qui n'est pas la bonne lumière. Donc du coup, cette perfection. Mais là aussi, il y a dans cette imperfection des moments de perfection. Là aussi, encore une fois, c'est des instants. Et je pense que c'est pour ça qu'on fait des jardins, ou c'est pour ça qu'on fait dans les jardins, qu'on visite des jardins, parce qu'il y a des instants de perfection, des moments d'un accord qui se fait entre soi et le monde. C'est un peu la question aussi qui a été soulevée ce matin par rapport au travail de l'artiste, mais pas uniquement. Ces moments cet accord avec le monde qui est très instable, très, très, très fugitif, mais qui est là. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais je me suis vraiment éloigné beaucoup des fleurs. Oui, non, mais je pensais à toujours Emanuele Coccia dans la philosophie du végétal, qui dit que la fleur incarne de manière éclatante le caractère principal de la vie végétale, à savoir l'impossibilité de passer à un état différent de celui de work in progress, d'être en construction. Peut-être que c'est l'une des définitions qu'on pourrait donner de cette forme de perfection continue, ou continuée, disons. Damien, je me posais la question, du coup, en art, quand est-ce qu'on sait que, notamment quand vous peignez un tableau de fleurs, quand est-ce qu'on sait qu'il est fini, il est bien. Ah bah ça c'est le grand problème. Hein. Des fois juste une touche, pourquoi pas s'arrêter là? Vous montriez le mobile tout à l'heure, donc vous étiez plus fier de la version antérieure. Donc il y a quand même la démarche d'aller vers la fleur et donc il y a un vague projet pictural avant de commencer. Alors, ça me fait penser à une phrase de Georges Braque qui disait qu'une peinture est terminée, c'est quand on a totalement oublié son idée de départ. Voilà. Peut-être qu'on peut s'arrêter là et puis dire qu'on a, je ne sais pas si on a parfait le sujet, mais en tout cas on a essayé d'en faire un tout un peu complet. S'il y a des questions ou des remarques, c'est le moment de prendre la parole. Par rapport à ce que disait Damien Cabane ce matin sur le voyant et le visible, cette espèce de moment de fusion, ou ce que dit aussi Marco sur ces instants, ces moments de perfection, ces instants magiques, je repensais encore à Bachelard, qui parle aussi d'immensité intime. Et je trouve le mot assez intéressant dans la poétique de l'espace, où il développe énormément ce sujet-là. Et peut-être que c'est ça aussi, c'est une fleur, il y a ce côté-là, à la fois de lien avec nous-mêmes, êtres humains, d'intimité, mais en même temps, on a parlé aussi du vaste. Hein, je ne sais plus qui a parlé de ce matin de la notion de vaste, et je trouve ça aussi relié à ça. J'entendais aussi beaucoup le mot indéfinissable, quelque part, qui est un peu derrière ce que vous dites. On a du mal à mettre des mots, à définir l'intelligence des fleurs. Ça, c'est beaucoup Delacroix, évidemment, qui a parlé de ça, et que finalement, ce qui est intéressant, c'est quand il y a de l'indéfinissable. Et là, sur le coup, je trouve qu'on rentre dans ce sujet-là, que c'est intéressant, cette histoire de perfection des fleurs, parce qu'on a du mal à la définir. Et, je ne sais pas si ça contribue à la réflexion, mais c'est quand une œuvre d'art ou quand un sujet a cette part d'indéfinissable, c'est là que ça devient vraiment... Le mystère. Le mystère, voilà. Qui n'est pas que dans l'art, hein. Je pourrais dire ça là, en science. S'il n'y a plus de mystère, en gros, on a tout compris, on n'a plus rien à faire. Et en fait, et ça, c'est toujours... Moi, je sais que dans ma carrière, ce qui m'arrive depuis le début, c'est que on creuse en se disant, on a compris, et là, on tombe dans un puits sans fond à nouveau, quoi.
Et en fait, c'est incroyable. Il y a c'est des continents après des continents d'inconnus. Et c'est ce qui nous permet, d'avancer. C'est là où c'est peut-être là où je rejoins Marco aussi sur le fait que la perfection est dans la sensibilité. Moi, il y a des beaux moments en science qui sont où on a l'impression d'avoir compris quelque chose. Je dis bien l'impression parce que et on se dit ça c'est beau. En fait, il est plus lié à la perfection, est plus lié à la beauté, comme le disait Marco pour moi, qu'à une définition extrêmement particulière. Mais on a un moment où on se dit on a mis le doigt sur quelque chose d'incroyable et on commence à voir se dessiner un système de fonctionnement où on se dit ça pourrait marcher comme ça, c'est incroyable. Indépendamment de ces moments, de ces instants, etc., c'est magique par rapport à Bachelard, par rapport à l'immensité. Ce qui compte finalement, c'est le chemin. Ce qui compte, c'est ce qui se fait en route. Il y a des choses qui se passent, beaucoup de choses. C'est de la beauté, c'est de l'art, c'est de la poésie, c'est de la découverte scientifique, sans doute, des idées qui se mettent en place. Ce qui compte, c'est toujours le chemin, en fait. Ce fameux petit chemin que vous ménagez entre les hautes herbes de votre propre jardin. Grâce aux fleurs, entre autres, bien sûr. Et ici, ça s'est vu dans les présentations aussi, où vous présentiez qu'est-ce qu'il y avait comme idée derrière la construction d'un jardin. Au final, quand j'ai présenté les choses aussi, je vous ai montré comment on progressait dans la compréhension. Parce que j'aurais pu faire différemment, mais je trouve que c'est utile de voir comment aussi, et c'est ce qu'a fait Quentin également, comment on arrive vers cette idée. Pareil, comment on louvoie c'est ça, le chemin pour arriver à là où on est. Y a-t-il d'autres questions ou remarques ? Là où on est, on était déjà exactement au même endroit, bien longtemps avant, et on sera, j'espère. Alors sinon, il me reste à vous remercier, Marco Martella, Quentin Yernaut, Eva Vernou et Damien Cabane pour votre présence, et à signaler que des livres sont à disposition à la librairie juste derrière, et que vous prêtez une petite signature, je crois, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Merci.